Bienvenue sur le podcast du regroupement des jeunes conseillers du Québec. Le podcast où les histoires inspirantes propulsent les conseillers indépendants de demain. Mon nom est Jade Quentin, votre animatrice pour le podcast des conseillers de l'avenir, propulsé par UV Assurance. Bienvenue sur le podcast des conseillers de l'avenir. Bonjour François, bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour à vous deux. Comment ça va? Moi, ça va très bien. J'espère la même chose pour vous. Oui, merci. Également, oui. Super. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir comme co-animateur Alexandre Gagnon. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci d'être là, qui est sur l'ECA du RJCQ avec moi. Merci encore de t'impliquer et d'être avec, de m'accompagner dans mes foleries des fois. Et aujourd'hui, on reçoit une personne spéciale pour moi. Je voulais absolument que François vienne sur le podcast parce qu'il y a un background, une expertise que je voulais vous partager. Puis je vais vous partager sa personne si généreuse. Donc, je vais laisser Alexandre le présenter. Oui, ça me fait plaisir de vous présenter François Deschamps. Alors, François, c'est un expert en services financiers depuis plus de 25 ans. En fait, avec 25 ans d'expérience. Tout d'abord, spécialiste en investissement, planification financière et assurance. François se démarque par son approche innovante et personnalisée. En tant que master coach et en neurosciences et en motivation entrepreneuriale, il accompagne ses clients à surmonter les obstacles à atteindre leurs objectifs avec confiance. François est également consultant et formateur, partageant son expertise avec des professionnels pour promouvoir l'excellence dans le secteur. Passionné par le développement personnel et les relations humaines, il intègre des technologies comme l'intelligence artificielle, bien sûr, pour transformer les défis financiers en opportunités. Préparez-vous à découvrir comment elle peut vous guider vers une prospérité durable. Bienvenue, François. Bienvenue, mais écoute, la tête ne me passera plus dans le cadre de porte. Non, c'est ça, hein? Non, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Attends un petit peu, l'émission n'est pas encore finie. Je pensais que je pouvais y aller. Ben non, c'est ça. Quelle belle présentation. Ça te décrit très bien. Ça décrit ton parcours parce que tu as commencé dans le domaine des services. Ben, tu as fait d'autres choses avant d'être dans le domaine des services financiers parce que pour ceux qui l'écoutent en visio, pas en visio, mais en vidéo, finalement, vous pouvez voir François avec ses petits cheveux blancs. Et ceux qui l'écoutent juste en audio, il y a des cheveux blancs. Fait que... Idem. J'en ai aussi, mais moi, je les cache. Mais c'est ça, tu as une vaste expérience. Ouais. Puis, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es lancé en service financier finalement presque 35 ans. Oui, c'est ça. Écoute, ça remonte à 1992. Fait que c'était à l'époque de l'AIAPQ, l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec. C'est bon, hein? Fait que... Là, je vais être vieux là, pour certaines personnes. Je vais être très vieux. Mais c'est un concours de circonstances. Je travaillais dans une usine à l'époque pour la compagnie Irving, pour ne pas la nommer, et on connaissait une période de restructuration et de réaménagement. Donc, l'entreprise entrait beaucoup de technologie à l'époque, puis ça a eu pour effet de mettre à pied au moins une cinquantaine de personnes. Et comme j'étais leader dans le syndicat local, et très actif même, donc il y a un comité d'adaptation de main-d'œuvre qui a été mis en place, puis bon, je travaillais avec un consultant qui venait de Rimouski, déjà côtoyer des consultants, donc consultant-coach. Donc, c'est ça, fait que le CAMO, Comité d'adaptation de main-d'œuvre, a été mis en place. Puis le type qui venait, il me regardait puis il me disait, écoute, t'as du talent, t'as du potentiel, toi. Il dit, permets-moi de te présenter quelqu'un qui a une opportunité pour toi. Et ça a commencé comme ça. Donc, il m'a présenté au directeur du bureau de la Mutuelle du Canada à l'époque, Mutuelle du Canada qui s'est transformée avec le temps. Et mon histoire a commencé. 9 mois plus tard, j'étais dans le domaine des services financiers. Donc, c'est ça, c'est comme ça que ça a débuté. À ce moment-là, ça prenait-tu une formation spécifique pour devenir conseiller? Ou... Oui. Fait que c'était la formation de base de l'AIAPQ. Donc, c'est ça. Fait que après ça, bien, c'est sûr que dans le domaine, j'ai toujours été curieux de nature. J'ai suivi différentes formations au niveau des fonds d'investissement. J'avais mon certificat d'assureur vie certifié. Fait que j'ai toujours fait de la formation tout le temps, même encore aujourd'hui. Oui, c'était même à la mode dans ce temps-là, l'assureur vie certifié. Oui. Je regarde
mon père, il y a ça, mais c'était à l'université, tu faisais un certificat finalement? Non, c'était dispensé par l'association, puis c'était des cours qui se donnaient en classe avec un professeur qui était accrédité. Donc, puis ça durait une année complète pour aller chercher ta certification. OK, OK. Avec, bien entendu, des examens, là, puis des droits de passage. Le Québec est un spécialiste de droits de passage. Pour ceux qui ne voient pas, il a fait des signes de pièce avec ses mains. C'est en plein ça. Puis, dans le fond, là, à ce moment-là, toi, tu commences 9 mois après, tu avais tes permis, tu étais conseiller en sécurité financière. T'avais-tu ton permis en épargne aussi? Oui. Ou c'était tous les permis que t'avais? Non, en épargne, c'était les fonds distincts. OK. Donc, les fonds communs sont venus dans l'année suivante. OK. La particularité à l'époque, c'est que quand on avait notre certificat, c'était un examen et l'examen nous donnait un certificat pour travailler en assurance de personnes puis en assurance collective. OK. Donc, on avait les deux à l'intérieur du même examen. OK. C'est ça. Fait que j'ai parti comme ça. Puis c'est encore le même principe que c'est aujourd'hui, dans le sens où que c'était vraiment des formations différentes pour fonds communs, fonds distincts, assurance de personnes. Oui, OK. tout à fait. C'est comme revenu, genre, on dirait, comme dans le temps. Tu sais, aujourd'hui, ben là, tu as une formation spécifique, mais moi, quand j'ai passé mes permis, j'avais pas de formation. Là. J'ai juste eu des livres, puis j'étais allée passer mes examens. Là, fait que ça a changé un peu, mais on dirait que c'est comme revenu comme avant. Là. Oui, puis avec le temps, mais peut-être qu'on va en parler tantôt, j'ai occupé un rôle de directeur parce qu'après mes 5 premières années, je suis devenu directeur du bureau de la Mutuelle du Canada pour Rimouski. Donc, Rimouski, c'était toute la région du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles de la Madeleine. J'avais un très, très, très grand territoire. Là. Et avec ça, ben, écoute, est venue l'acquisition de la métropolitaine du Canada. Donc, métropolitaine du Canada ont passé dans les mains de la Mutuelle du Canada. Et là, je me suis retrouvé avec un bureau à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Et je couvrais tout le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, nord-ouest francophone, bien entendu. Et pour aller travailler là-bas, mais j'ai dû refaire des permis pour le Nouveau-Brunswick. Oh, ouais. C'est ça. Et là, c'est pas la même chose parce que là, on est avec le common law. On n'est pas avec le droit civil qu'on connaît au Québec. Et les permis sont tout autres au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est ça. Fait que c'est l'association canadienne qui gérait à l'époque, je ne sais pas si c'est encore la même chose aujourd'hui, l'émission des certificats. Fait que j'avais mes permis pour travailler dans les deux provinces. Oh, oui, au Canada, puis pas au Canada, au Québec, puis au Nouveau-Brunswick. Oui, tout à fait. Là, fait que tu as été conseiller 5 ans, après ça, tu es devenu directeur. Oui. Puis qu'est-ce qui t'a amené à être directeur, finalement? Ben écoute, tu me connais un petit peu, peut-être les gens un peu moins. Moi, j'aime beaucoup les défis, les challenges. Il faut que ça bouge un peu. Là. Pour ceux et celles qui connaissaient Jade, mais je pense que vous savez qu'elle est un peu hyperactive. Un peu. Un peu. Juste un petit peu. Donc, c'est ça, mais le besoin de nouveauté puis de changement. Donc, j'ai accédé au bureau de la Mutuelle à Rimouski. J'avais 18 représentants à l'époque, parce que c'était des représentants. J'avais 18 représentants, puis quand j'ai terminé dans mon rôle de directeur, 11 ans et quelques mois plus tard, on était rendu à 65 personnes à l'intérieur du centre financier. Et là là. Avec un bureau à Rimouski, puis il n'y avait pas de bureau à Rivière-du-Loup. On a ouvert un bureau à Rivière-du-Loup, puis ouvert un bureau à Edmundston avec l'acquisition de la métropolitaine. OK. Puis ça, c'est devenu Sun Life avec le temps. C'est ça, parce que Mutuelle du Canada s'est démutualisée en 1997-98 pour devenir Clarica. Donc, il y a eu une période de 5 ans où le nom de Clarica a circulé. Okay. Et Financière Sun Life ont acheté Clarica. Puis ils l'ont intégré après quelques années parce que Sun Life a fonctionné avec le nom, les deux marques, Clarica et Sun Life, pendant 3 ans. Après ça, il y a eu une intégration complète. Okay. Donc, durant mon parcours, j'ai eu l'occasion de vivre plusieurs fusions-intégrations parce que la première acquisition, en 1994, Mutuelle du Canada achetait Prudentiel d'Angleterre, division canadienne. Donc, intégration, des valeurs différentes, des concepts différents, des produits différents, puis des conseillers qui avaient été formés d'une façon complètement distincte de la Mutuelle du Canada. Et Mutuelle du Canada, à l'époque, avait une particularité, c'est qu'ils recrutaient uniquement des personnes qu'on dit « green ». Ils ne recrutaient pas de personnes qui avaient été ailleurs dans l'industrie. Donc, c'était très fermé au niveau de la Mutuelle du Canada. Avec une acquisition comme celle de Prudentiel, ça a amené des ouvertures. Et quand on est arrivé à Clarica, bien là, à ce moment-là, ils se sont mis au niveau de la Mutuelle et Clarica à recruter à l'extérieur de la compagnie.
Donc, c'est ça. Fait que première acquisition importante. Après ça, la deuxième grande acquisition, bien, c'est la grenouille qui a avalé le bœuf, dans mon expression, parce que Métropolitaine était beaucoup plus grande, grosse que Mutuelle du Canada. Mais ça a pris tout le monde par surprise parce qu'on s'entendait que ce serait l'inverse, que Métropolitaine achèterait, mais c'est Mutuelle qui a acheté. Donc, est arrivé le processus de démutualisation en même temps. Donc, acquisition de Prudentiel, acquisition de Métropolitaine, démutualisation, création de Clarica, achat par la financière Sun Life, puis intégration à la financière Sun Life. Donc, les cultures de compagnie, là, puis les principes directeurs, puis les valeurs, là, j'ai eu beaucoup de travail à faire là-dedans. J'imagine. Ah oui. Tout le temps en formation avec tes conseillers. En formation, puis les cultures des entreprises sont complètement différentes aussi. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais c'est des cultures différentes, puis permettre l'intégration dans un processus de changement, c'est quelque chose. Là. Puis, tu sais, comme ça prend un bon leadership pour garder les gens à l'interne lors de tous ces changements-là, tu sais, qui sont, mettons, très constants, puis de façon récurrente, là. On s'entend que ça s'est fait en quelques années, ça, là, mais tu sais, malgré tout, tu essaies de conserver tes conseillers, tu essaies de garder le cap, puis de ne pas les décourager dans tous ces changements-là. Là. Tout à fait, parce que ce que je suis en train de vous dire, là, tous les processus d'acquisition, intégration, là, ça s'est fait à l'intérieur d'une période de 10 ans. Oui, c'est ça. C'était mouvementé, là, parce que quand on remonte aux années 1970-80, il faut savoir qu'il y avait plus de 400 compagnies d'assurance vie au Canada. Hein. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, ça doit être aux alentours de 60-70. Oui, puis mon père, je pense que quand il a commencé, il avait comme une soixantaine au début des années 80. Puis aujourd'hui, tu sais, on en est à genre 18, là. C'est complètement fou. Je souris un peu parce que j'ai un de mes oncles, à un moment donné, une de mes tantes qui m'avait demandé de faire le règlement, j'étais en assurance, faire le règlement de mon oncle qui était décédé. Puis elle avait des polices d'assurance vie qui traînaient dans les fonds de tiroir. Là. Mais quand j'ai vu le nom de la compagnie, là, ça m'a fait rire, puis j'en ris encore aujourd'hui. Mon oncle avait travaillé dans l'industrie forestière. Puis il y avait une compagnie d'assurance qui s'appelait les Bûcherons d'Amérique du Nord. Ah, ouais! C'est ça. Oh, oui. Il y en avait pour tout le monde. Ou encore les Fossoyeurs d'Amérique du Nord. Il y avait une compagnie d'assurance. Mon Dieu! Les autres, il y avait une expertise, puis ils visaient cette clientèle-là. On va trouver notre canal. Niche, ouais. Il y avait le créneau de marché. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est bon, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, on verrait plus ça parce que ça prend les reins solides pour avoir une compagnie d'assurance puis partir une nouvelle compagnie d'assurance. Tu portes pas juste ça avec des bûcherons, mettons. Non. Fais attention à ton nom aussi, là, la survivance, mettons. Oui, c'est ça. Moi, ça m'amène à poser une question, François, parce que, évidemment, avec du recul, toute cette gestion de changement-là, on le sait que c'est toujours un challenge pour bien des gens, mais comment tu as vécu ça, toi? Pendant ces 10 années-là, y a-tu des moments où est-ce que tu t'es dit « c'est trop pour moi, c'est assez » ou justement, c'est là que tu as développé peut-être... Oui, c'est une très bonne question. Je te dirais, dans mon profil, chacun a son profil humain. On pourra en parler tantôt, des différents profils humains. Là. Mais moi, j'ai un peu cette innocence-là. Je me pose pas trop de questions quand il arrive des situations, des défis, des challenges. Donc, j'ai une tendance à foncer tête première. Puis, tu sais, c'est peut-être l'expression qu'on connaît, là, on construira le pont quand je serai rendu dans la rivière avec l'eau jusqu'ici, là, à Mâchoire. Là. Ouais. Donc, moi, c'est un peu mon genre, c'est un peu mon style. Donc, de foncer tête première, puis, ou encore l'expression construire l'avion en vol. Là. Ouais. Donc, tu sais, je suis là-dedans, puis je fais confiance. Sans être dans l'exagération, j'ai toujours eu un bon niveau de confiance puis d'estime personnelle dans mes capacités. Et puis, je fais confiance à la vie puis aux gens que je rencontre aussi. Mais ça m'a toujours servi. J'ai pas eu nécessairement de mauvaises expériences qui sont venues me marquer, me traumatiser puis m'empêcher d'avancer. Et à l'intérieur de tous les processus d'acquisition puis de fusion, j'ai eu un privilège, là, puis je dis bien que c'est un privilège. Là. C'est un type là, qui était un consultant puis qui avait été engagé par Mutuelle du Canada à l'époque, Hubert Saint-Onge. Puis si Hubert entend ça aujourd'hui, mais je le salue là, parce qu'il a transformé ma vie. Hubert est un consultant qui a travaillé pour de très, très, très grandes entreprises canadiennes et nord-américaines. Puis dans le processus de changement, il s'est inscrit là-dedans, puis il m'a transmis un savoir vraiment incroyable
fiable au niveau des processus de changement. Puis ce qu'il me disait, mais le changement, ça fait partie d'un cycle. Fait que tu arrives, puis tu vas avoir un cycle de changement, puis là, c'est important sur un cycle de changement de faire un reset, de regarder autour de toi, de faire l'empreinte, puis de regarder la direction dans laquelle tu vas aller. Parce qu'il y a des courbes de croissance qui sont plus naturelles. Par exemple, un 3-4 de croissance par année sur nos affaires. Mais pour avoir des courbes de croissance plus élevées, bien, ça demande de changer son mindset. Donc, c'est pour ça que je parle souvent aujourd'hui, les gens parlent de planification stratégique. Puis moi, je dis qu'avant d'aller dans une planification stratégique, il faut d'abord passer par une pensée stratégique. Changer son état d'esprit, changer sa pensée. Donc, si je suis dans un processus de changement, puis que j'essaye de gérer le changement basé sur des paramètres passés, bien, ce qui est passé, il n'y a plus d'actualité aujourd'hui. Donc, créer de l'innovation, créer de la nouveauté à l'intérieur des processus de changement, et c'est ce qui permet de donner un air d'aller, une croissance à tout processus de changement. Mais ça demande de travailler sur l'humain. Parce qu'on sait très bien, là, dans un processus de changement, c'est la loi de Pareto, c'est le 80-20 qui s'applique. Et là, Hubert m'avait dit, François, le 80-20, là, OK, il se décortique en deux. Donc, tu vas prendre ton 20 puis tu vas en faire un autre 80-20. Donc, tu vas avoir un 20 du 20 ça, ce sont les acteurs de changement. Et l'autre 80 de ce 20 %-là, c'est des personnes qui vont supporter le changement. Tandis que le 80 régulier, standard, bien, c'est des personnes qui, à différents niveaux, peuvent être réfractaires ou suivent le changement, mais avec un peu de réticence. Donc, c'est à peu près 3-4 de la population qui génère le changement qu'on connaît aujourd'hui et qui ont un impact très grand. Si on regarde dans le domaine des technologies là, et autres, c'est pas donné à tout le monde. Là. Mais les gens qui font des changements, là, ça impacte la planète au complet. C'est pour ça qu'on voit souvent les mêmes personnes en avant. Oui, tout à fait. Ah ouais, c'est... Puis là, après avoir justement passé à travers tous ces transferts-là, ces changements-là, je sais que tu as eu d'autres défis. Tu as été appelé à changer de région aussi. Tu es retourné comme conseiller. Si tu nous en parlais un petit peu plus. Oui, j'ai expérimenté plein de choses. Parce que, bon, j'ai été malade, j'ai été frappé par un virus virulent en 2007. Puis c'est un peu comme les symptômes qui s'apparentent à une mononucléose. J'ai été 1 an et demi complètement sur le cul. Okay. Donc, à l'époque, j'étais directeur. Puis quand je suis revenu de mon congé de maladie, je ne me sentais pas en mesure de reprendre les rênes comme directeur. Et j'étais à Rivière-du-Loup à l'époque. J'ai décidé de revenir comme conseiller, d'acheter une clientèle dans le secteur de Montmagny. Et j'ai acheté une clientèle d'un ami qui était en pseudo-retraite. Et j'ai reparti un cabinet de services financiers à l'époque. Et j'ai créé ma propre équipe. Donc, inspiré de toutes les années que j'avais été comme directeur. Puis j'avais eu beaucoup de formations ici à la Mutuelle du Canada, puis chez Clarica, chez Sun Life. Donc, j'ai récupéré ça, puis j'ai construit un cabinet de services financiers. Il y avait 5 personnes conseillers à l'intérieur, 5 adjointes administratives. Et là, ça a été mes plus belles années comme conseiller. Donc, c'était de très, très, très bonnes années. Et j'ai mis à profit tout ce que j'ai appris et ça l'a servi beaucoup. Donc, écoute, sans faire trop de jeux de comparaison, parce que, bon, je peux dire, j'étais rattaché au Centre financier de Lévis. Il y avait 70 conseillers au Centre financier de Lévis. Et mon équipe et moi, on produisait 55 du volume d'affaires du bureau. Eh boy! Okay. Parce que tu avais développé une expertise. Exact. Expertise de marché, puis surtout sur l'approche client. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment à privilégier. Parce que les technologies, c'est bon, c'est important, puis je l'ai toujours dit, ça prend des technologies, ça prend des gens dans le domaine aujourd'hui qui sont capables d'avoir des compétences techniques. Mais il reste que la relation client, là, c'est ce qui prime. Donc, le client, il n'est pas là pour voir un petit show de boucan sur une télévision portative. Là. Il est là pour savoir, mais qu'est-ce que tu as à m'apporter? Là? C'est quoi la plus-value, la valeur que tu as à contribuer pour moi, pour ce que j'ai besoin, pour ma planification, mes besoins futurs, les enfants, les études, bon, et un peu tout. Là. Vous connaissez le job aussi bien que moi. Là. Mais c'est ça, fait que c'est ça que je mettais en valeur. Et bien entendu, il y avait une clientèle famille puis une clientèle un peu commerciale dans cette clientèle-là. Donc, on a fait le tour de la clientèle famille. J'avais 3200 clients à l'intérieur
l'intérieur du centre financier, là, de mon centre financier, Ouais, de mon c'est équipe. ça. Et après 3 ans, j'ai revendu plus de 80% de cette clientèle-là. OK. Et on s'est orienté spécifiquement, uniquement sur une clientèle commerciale, clientèle d'affaires. Donc, Montmagny, on parle beaucoup du domaine de l'agriculture et tout ce qui touche au domaine de l'agriculture. Il y avait beaucoup du domaine de l'entreprise, donc des entreprises manufacturières. Et également, bien, j'avais un autre volet au niveau de tout ce qui touche le domaine de la santé. Donc, j'avais des médecins spécialistes. Il y avait l'hôpital de Montmagny, mais bien entendu, on n'est pas loin de Québec puis de la Beauce. Donc, je suis venu travailler très souvent sur ton terrain. Ouais, Mais à j'étais pas l'époque, là. c'est ça. Mais à l'époque, c'est ça. Puis il y avait comme une mode à l'époque aussi pour les professionnels. Il y avait de plus en plus de professions qui avaient le droit de s'incorporer avec des avantages et des inconvénients, bien entendu, c'était propre à chacun. Donc, j'ai rentré dans cette vague-là. Puis comme je suis un gars de terrain puis que j'aime développer, donc j'avais mis en place un bon réseau de développement avec des bureaux de professionnels comptables, avocats, fiscalistes, notaires. Et je travaillais en collaboration avec les professionnels sur place. Oui, c'est une méchante belle expertise que tu as développée là parce que on a déjà parlé de justement tes chiffres, tout ce que tu faisais, c'est incroyable là, de voir que tu as reparti quasiment. C'est sûr que tu as acheté la clientèle, là, mais combien de gens s'assoient sur ces clientèles-là ou ne les maximisent pas. Là, Ah, fait vraiment, que, vraiment. de leur vendre quelques années plus tard, faire la segmentation. Puis... Oui, parce que quand j'ai vendu, mes revenus ont diminué de tout près de 200 000 pour l'année sur papier, mais dans les faits, ils ont augmenté de plus de 500 000 avec la direction que je prenais dans une clientèle d'affaires. Donc, au lieu de faire beaucoup de dossiers, je faisais beaucoup de volume dans mes dossiers. Ouais. Donc, à ma dernière année, j'avais 50 clients, là, 50 ventes pour l'année. Ouais, Donc, 50 dossiers de clients. Puis, du côté de la financière Sonef, je ne sais pas s'ils ont toujours le même service. Il y avait un service de planification financière à l'époque. Donc, c'est tous des dossiers qui ont passé par la planification financière. C'est tous des dossiers qui étaient étoffés. Et bien entendu, je travaillais ces dossiers-là avec les professionnels du client. Donc, le professionnel du client, son comptable, son fiscaliste, bien, il ne me voit pas arriver comme un ennemi dans la place. Là. Il me voit arriver comme quelqu'un qui travaille avec lui, qui collabore avec lui. Un partenaire. Un partenaire, effectivement. Donc, le mot est juste. Fait que c'est ça. Fait que ça permettait de faire des bons liens avec les clients. Et bien entendu, quand on parle de clients commerciaux, bien, c'est sûr que le capital disponible en investissement, bien, il est différent qu'un particulier qui gagne 50 ou 75 000 par année. Là, On a des gens qui en gagnent, j'avais des clients qui en gagnaient 2-3 millions par année. Oui. Fait que c'est ça, c'est complètement différent. Là. Non, c'est ça, tu rajoutes une coupe de zéro à la fin des primes. Ben là. oui. Puis, C'est le même travail. tu sais, ça, on s'entend, c'est le rêve d'un petit peu tous les conseillers, là, de segmenter sa clientèle, puis vraiment d'arriver là. Mais ça t'a pris combien de temps, toi, de tout ce processus-là? Parce que là, tu as acheté une clientèle, plusieurs clients que tu nous disais, 3200. Je suppose que ça doit être ta force aussi, les processus, puis essayer de... tu nous as parlé de plan stratégique, pensée stratégique, mais ça t'a pris combien de temps passer toutes ces étapes-là, puis te rendre là? Ben écoute, quand je suis revenu à la vente là, en 2008, okay, quand je suis revenu à la vente, bon, je disais tantôt, j'avais toute l'expertise. J'ai eu beaucoup de formations là, chez Sun Life, entre autres. J'avais d'autres formations que j'ai eues, par exemple, avec la CSN. Avec la CSN, j'ai eu des formations en négociation, en résolution de problèmes, en gestion de conflits, etc. Donc, j'ai toujours été à l'affût et j'ai toujours dit que j'étais très opportuniste dans toutes les formations puis les rencontres que j'ai eues. Donc, quand je suis revenu, j'avais déjà cette expertise-là qui était accumulée chez moi dans ma cour. Et ce que j'ai fait, c'est que je disais qu'il y avait 5 conseillers là, au niveau du cabinet là, avec moi. Puis les 5 conseillers se sont surtout chargés de la clientèle de monsieur et de madame, les couples, là, puis bon, les gens seuls, puis les retraités. Puis pendant ce temps-là, là, moi, là, ce que je faisais, je développais la clientèle commerciale. Donc, je coachais les membres de mon équipe, de mon cabinet, mais je développais la clientèle commerciale. Et c'est là où, après les 3 premières années, je dis, regarde, la clientèle individuelle, on va la laisser pour d'autres conseillers. Et je me suis concentré uniquement sur la clientèle commerciale. J'ai gardé 800 clients à ce moment-là. Oui, puis tu sais, tu avais
plus 20 ans non plus, là, dans le sens, tu avais quand même une bonne expérience de vie aussi. Là, fait je ne pas te dire mon âge, mais non. Ben, moi, je suis capable de faire le calcul, je sais ton année de naissance. Mais ça reste que tu arrives, tu sais, t'es dans quarantaine, dans cinquantaine avancée. Pas cinquantaine avancée, mais bref, tu es avancé quand même dans la vie, tu as une expérience, tu as une expertise, tu as des connaissances. C'est déjà plus facile que quand tu arrives à 25-30 ans à dire hey, j'aimerais ça, tu passes dans une clientèle corpo, puis là, tu te pètes les bretelles. Ça peut arriver, là, on s'entend, mais je pense que quand même le bagage en arrière qui fait une méchante différence, puis tu es opportuniste, mais tu es aussi quelqu'un qui passe à l'action, puis qui a un mindset de feu. Là, je pourrais te dire, à l'époque, j'avais 50 ans quand j'ai fait ce changement-là. Fait que j'avais 50 ans quand j'ai pris ce virage-là. Puis je le dis parce que, puis je vais regarder la caméra, parce qu'aujourd'hui, j'entends des conseillers qui ont 50, 55 ans, puis ils disent, bien, il est trop tard. Tu sais, moi, là, je peux pas changer. Ben oui, tout se change. Là. C'est une question d'engagement, de volonté, de désir profond. Mais j'avais 50 ans, puis, tu sais, à l'époque, je me suis fait traiter de fou par plusieurs personnes. T'es fou braque, là, tu sais, retourner à la vente, partir, déménager de Rivière-du-Loup, t'en aller à Montmagny, tu sais. Puis là, ben, un peu que ce que tu disais tantôt, tu repars de zéro, parce que dans les faits, la clientèle ne te connaît pas. Non, c'est ça. C'est ça, fait que, ben oui, mais écoute, à quelque part, ben, j'ai de la gueule, puis je suis capable de parler, je suis capable de gérer des relations interpersonnelles, des relations humaines, fait que je me suis faufilé là-dedans. Et Montmagny, pour les gens qui connaissent, mais c'est un marché qui est un petit peu chauvin, fermé, parce que quand tu n'es pas de Montmagny, tu es un immigrant. Là. Okay. Fait que c'est ça, fait que c'est un marché qui est un petit peu fermé, mais bon, des petits coups de coude de temps en temps, n'importe, puis là, tu finis par passer, les gens finissent par t'écouter, puis te trouver sympathique, puis bon, ça a parti comme ça. Là. Non, mais c'est sûr, tu es sympathique à la base, fait que en même temps, je pense pas que tu es arrivé là coquille non plus, là, tu sais, dans le sens, justement, quand tu as assez d'humilité pour te dire, OK, j'ai 50 ans, je recommence, puis let's go, on y va, on bâtit quelque chose. 50 ans, là, c'est encore jeune, là, ah, oui. Bonjour, je m'appelle Mike Mainville, je suis conseiller en sécurité financière et conseiller en assurance et rente collective et depuis 3 ans, je suis directeur principal Québec, développement des affaires et marketing chez UV Assurance. Bonjour Mike. Salut Jade. Encore merci d'être là pour les capsules informatives sur UV Assurance. Aujourd'hui, j'aimerais ça que tu me parles d'un cas type. En fait, tu sais, chez UV Assurance, moi, je le dis souvent, j'ai eu de la misère à comprendre la simplicité du questionnaire simplifié. J'avais des clients qui faisaient de l'apnée du sommeil, presque incapables de les assurer avec des surprimes, c'était compliqué. Puis là, quand j'ai posé ma question à Nadia, ouais, mais quelqu'un qui fait de l'apnée du sommeil, est où la question? T'sais? Puis est où la cachette? Mais dans le fond, vous le prenez. Puis j'aimerais ça que tu me parles de certains cas types là, que vous acceptez en standard au même prix que tous les autres assureurs, finalement. Bien, écoute, si tu veux parler d'apnée du sommeil, parlons d'apnée du sommeil. En tarification régulière, c'est quoi les facteurs qui vont influencer la tarification lorsque tu soumets un dossier d'apnée du sommeil, selon toi? Qu'est-ce qu'un tarificateur va regarder? En apnée du sommeil, il va sûrement regarder le poids. Oui. Il va regarder sûrement aussi fumeur, non-fumeur, évidemment. Absolument. Les habitudes de vie aussi, oui. Je ne sais pas, consommation, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder aussi le type d'apnée du sommeil. OK, oui. Est-ce que c'est une apnée du sommeil obstructive, centrale, mixte, parce qu'il y en a un des 3 qui cause habituellement un refus automatique. Okay. Les 2 autres vont être regardés un peu plus attentivement. Généralement, le client ne sait pas de quoi il souffre. Hein, il ne connaît pas son type d'apnée du sommeil. Est-ce que la gravité, c'est léger, modéré, sévère? Habituellement, le client ne le sait pas non plus, à moins de se rappeler que son médecin lui a dit qu'il souffrait d'apnée modérée. Le traitement aussi, la tarification va vouloir savoir s'il y a une utilisation de la machine CPAP et est-ce qu'elle est utilisée selon les recommandations du médecin, la date de la dernière évaluation du sommeil. Donc, ça peut être très compliqué et ça peut sortir standard. Ça peut sortir avec une surprime. Ça peut sortir avec un refus également. Ouais. Tous les cas sont possibles avec un cas en apnée du sommeil. Par exemple, avec une apnée obstructive, si l'apnée est légère et que le médecin estime qu'un traitement n'est pas nécessaire, généralement, ça va être une prime standard. Si c'est traité avec une bonne réponse au traitement, ça va être une prime standard, mais à partir de modéré, ça peut aller jusqu'à une surprime de plus 100. Si c'est sévère, ça peut aller d'une surprime allant jusqu'à plus 100 aussi. Si l'apnée modérée ou sévère est sans traitement, c'est généralement une surprime, voire même un refus. Mm-hmm.
Dans la majorité des cas, l'apnée centrale ou mixte, ça va être un refus automatique et il faut prévoir un rapport de médecin traitant pour pouvoir étudier le dossier. En émission simplifiée chez UV Assurance, on ne chargera pas plus cher pour votre client et on ne posera pas de questions sur l'apnée du sommeil. On va quand même avoir 2 questions au début de questionnaire qui concernent la stabilité médicale de votre client. S'il est en investigation médicale présentement, s'il est en attente de test et tout ça, on ne le voudra pas. Mais s'il n'a pas de test en attente, son diagnostic d'apnée du sommeil est bien confirmé et qu'il n'a pas de suivi médicaux plus rapproché qu'à l'habitude avec son médecin, il n'y aura pas de questions sur l'apnée du sommeil, donc votre client va pouvoir être assuré chez UV Assurance sans aucune question sur l'apnée du sommeil à des taux standards, à des taux réguliers, mais dans nos processus d'émission simplifiés. Et tu sais quoi? Tu vas même pouvoir ajouter l'avenant assurance-dette sans aucune question additionnelle. Donc, tu vas pouvoir lui faire de l'invalidité sans aucune question additionnelle et sans exclusion sur son apnée du sommeil. Donc, ça, c'est un cas typique. L'émission simplifiée à taux standard de UV Assurance a été créée pour les clients en bonne santé qui veulent un contrat rapide, mais aussi pour ceux qui ont certains petits problèmes d'assurabilité, comme les clients qui font de l'apnée du sommeil. Mais je rappelle que ce n'est pas une émission simplifiée qui a été créée pour les clients qu'on qualifie de non assurables. Vos cancers des dernières années, vos pontages coronariens, vos AVC, vos crises cardiaques, généralement, on a un paquet de questions pour bloquer ces risques-là et on ne les veut pas, ces clients-là. Mais par exemple, vos clients qui souffrent d'apnée du sommeil, qui font du parachutisme ou du deltaplane, ça va être facile à assurer. Vos clients qui sont en anxiété, dépression, vos clients qui ont un surpoids important, ça peut être facile à assurer chez UV Assurance. Donc, venez nous voir sur uvassurance.ca/simplifie pour prendre connaissance des cas typiques qu'on vous propose dans notre différente documentation et contacter votre directeur en développement des affaires. Il y a une section équipe, vous pouvez savoir à qui vous référez pour poser vos questions. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. C'est fantastique. Merci beaucoup, Mike. Au plaisir, Jade. Tu as refait un changement de carrière quelques années plus tard. Oui. Pour devenir coach. Oui, tout à fait. 5 ans plus tard. 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, j'ai pris ma retraite de la Sun Life, puis je me suis lancé en coaching. Fait que je me suis lancé en coaching à 100%. Disons que j'avais fait ce que j'avais à faire chez Sun Life, puis j'avais le goût d'autre chose. Tu avais pas mal touché tout ce que tu pouvais faire pareil, parce que moi, je dis souvent, qu'est-ce qui est le fun dans le service financier, c'est qu'il y a tellement de branches qu'on peut toucher. Tu peux être directeur des ventes à quelque part, tu peux te monter une équipe, tu peux être conseiller indépendant, tu peux faire toi, tu avais comme pas mal tout touché, là, finalement. Là. Oui, mais écoute, directeur de centre financier à Rimouski, Rivière-du-Loup, Edmonton, au Nouveau-Brunswick, conseiller dans la région de Témiscouata. Après ça, m'écoute, conseiller à nouveau Montmagny, Québec. Après ça, m'écoute, j'ai pris la relève d'un centre financier parce que quand j'ai quitté, j'ai fait pour une année complète, là, avant de devenir coach, j'ai pris mes pénacles puis je me suis en allé du côté de Blainville à Montréal. Fait que j'ai été directeur dans un centre financier là. Quand je suis arrivé, le centre financier était en 90e position sur 92 centres financiers au pays. Okay. Donc, était dans les bas-fonds. Puis à la fin de la première année, on était rendu en 8e position au pays. Okay. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis là, ça a été un travail de terrain. J'adore travailler terrain. Je faisais beaucoup de sorties conjointes, de formation, d'encadrement, de coaching. Puis là, je me suis dit, mais garde, ma recette fonctionne, hein? Je vais aller l'apprendre à d'autres. Ouais. C'est ça. Je vais aller l'apprendre à d'autres parce qu'il n'y avait pas cette ouverture-là du côté de la financière Sun Life d'aller vers autant de nouveautés dans ce que je voulais amener. Puis une grande compagnie, là, c'est pas comme un bateau sur un 10 cents. Ça se vire pas vite d'abord. Donc, c'est ça. Fait que c'était fermé. Fait qu'il n'y avait pas d'ouverture. Je dis, bon, regarde, c'est correct. Je vais me lancer à mon compte puis je vais faire mes propres affaires. Donc, c'est ça. Fait que là, tu as pris ta retraite des services financiers. Ouais. Parce que, tu sais, finalement, avec tout ce que tu avais accumulé aussi, tu pouvais te permettre une retraite. C'est drôle, je disais à quelqu'un la semaine passée, puis c'est quelqu'un qui est en voie de changement de carrière, puis j'y racontais une anecdote. Je lui disais, écoute, fut une époque, quand on remonte dans l'histoire, il y avait des guerres entre les Grecs puis les Perses, puis il y a un roi grec qui a décidé d'envahir la Perse, puis quand il est arrivé, son armée était inférieure en nombre à l'armée perse. Fait que quand il est arrivé sur le bord de la mer, de la plage, c'est-à-dire, il a demandé à ses commandants de brûler les navires. Donc, il a brûlé les navires, puis de dire à son armée, maintenant, on n'a pas le choix de gagner, on ne peut pas retourner.
Ils ont brûlé les navires. Et je disais à mon client la semaine passée, j'ai dit, moi, quand j'ai décidé de faire un changement, j'ai brûlé mon navire. J'ai brûlé mes permis, je ne les ai pas renouvelés. Ouais, c'est ça. J'avais pas le choix d'avancer, tu sais. J'avais plus de permis. J'ai dit, quand est-ce que tu brûles ton navire? Quand est-ce que tu brûles tes permis pour t'enclencher? Parce que là, il est ambivalent entre les deux. Fait que souvent, des fois, c'est la petite tape qu'on a besoin pour dire, mais écoute, garde, il faut que ça avance. Là. Ouais. Fait que j'avais annulé mes permis, puis j'ai dit, garde, je fonce tête première, puis j'y vais. T'as bien fait. Ben, clairement, toi, tu te sens bien hors de ta zone de confort. C'est ça que je comprends. Puis je pense que c'est ça qui a motivé bien des choses dans ton parcours aussi. Ah oui. Ah oui, okay. Tout à fait. Puis toujours avec du plaisir, avec du fun. Oui, effectivement. On a bien du plaisir parce que c'est ça, François, je ne sais pas si je l'ai dit, mais tu es mon coach, puis ça fait quelques années. Puis justement, j'avais envie qu'on parle un peu du fait que tu es coach, puis que tu es spécialisé quand même au niveau des gens en services financiers. Tu comprends notre réalité, tu comprends le marché, tu comprends c'est quoi rencontrer un client. Moi, il y a bien des affaires que tu m'as appris, que même mon agent général ne m'avait jamais parlé parce que ils veulent pas nécessairement nous brusquer, probablement nos agents généraux, je sais pas. Des fois, ils pensent on veut développer une telle clientèle, fait qu'ils nous parlent pas de certaines choses. Mais tu sais, tu m'as ouvert les horizons sur beaucoup. Puis, justement, quand tu as démarré comme coach, est-ce que tu t'es dit, toi, je vais vraiment faire juste du monde du service financier ou tu avais envie de toucher un peu à tout le monde là, à ce moment-là? À tout le monde. À tout le monde. Puis, c'est drôle, c'est que j'avais même pas pensé au domaine des services financiers. Ah ouais, OK. Quand j'ai quitté Sun Life, j'ai pris ma retraite, c'est des conseillers mes premiers clients, c'était les conseillers de la Sun Life. Donc, ils sont venus vers moi, ils ont dit, tu prends ta retraite, tu fais quoi? Fait que, j'ai dit, écoute, je suis en processus de réflexion. Je n'avais pas annoncé la direction que je prenais. Puis là, j'ai 3 personnes qui m'ont dit, mais écoute, si jamais tu te diriges dans le domaine du coaching, OK, dis-nous-le, on aimerait ça faire affaire avec toi. Fait que c'est ça, c'est comme ça que ça a commencé. Je t'ai parlé souvent de mes amis à Rimouski, entre autres. Là. OK, je les nommerai pas, on va les garder confidentiels. Mais mes amis à Rimouski, ça a été parmi mes premiers clients. Puis c'est des personnes, comme je t'ai déjà raconté, qui ont été transformées dans leur façon de faire, dans leur business. Puis aujourd'hui, écoute... je me targue à dire que parmi les gens que j'ai recrutés là, durant l'époque où j'étais en assurance, j'en ai encore 10 qui sont dans le top 50 de la compagnie au pays. Ah ouais. Wow. C'est ça. Fait que c'est des gens, je pense que je les ai marqués d'une bonne façon. Puis je les en remercie de m'avoir fait confiance, d'être venus vers moi comme de raison. Là. Ben oui. Fait que, c'est une question de relation de confiance. Puis les formations que j'ai suivies, quand je me suis lancé en coaching, c'est des formations en neurosciences appliquées. Donc, j'ai plusieurs formations. Là, je ne les nommerai pas toutes, là. Pas passer pour prétentieux. Mais les formations en neurosciences appliquées, la neuroscience, c'est la compréhension de l'être humain dans tous ses schémas de pensée fonctionnels et dysfonctionnels. Donc, je suis capable, en travaillant avec une personne puis les outils que j'ai, de voir les obstacles, les embûches personnelles qui empêchent la personne de se mettre en action ou qui se créent des montagnes avec des petits riens, que la personne se met en doute, se remet en question sur des points pourtant qui sont travaillables là, puis qui ne sont pas si dramatiques que ça. Là. Donc, on entend souvent parler du syndrome de l'imposteur, entre autres. Là. Mais écoute, ça se travaille, puis je pense que tu connais des histoires à succès que le syndrome de l'imposteur a pris le bord, il a été mis à porte, puis les gens sont libres aujourd'hui. Là. Donc, ça, c'est important de travailler sur son moi intérieur pour travailler sur l'aspect du moi extérieur, relationnel, professionnel. Ah oui, moi je dis souvent que quand je t'ai rencontré, j'ai été comme 3 mois un peu flabbergastée, là. J'avais plus quoi faire. Là, il disait qu'il pratiquait l'art de la questiologie. Hey, ces questions, là, j'étais là, hey, t'es en train d'en remettre toute ma vie en question, moi, là, je pensais pas ça. Mais en même temps, c'est tellement nécessaire, c'est tellement important de se repositionner, de se poser des questions, puis... si je m'étais pas posé ces bonnes questions-là, je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Là, j'aurais pas fait des gros changements comme ça dans ma vie. Puis, tu sais, même, tu m'avais juste dit, t'en veux-tu vraiment des enfants, mettons, là? Ben oui. T'es sûr que t'en veux vraiment? Mais là, attends un peu, on en parlait avec mon chum à soir, là. T'es sûr que c'est pas la société, que c'est vraiment toi au fond de toi, puis c'est ça. Ben, oui, je pense que oui, là. Mais tu sais, c'est une question comme légère, mais en même temps pas si légère quand tu te remets en question. Tu sais, c'est quoi? C'est-tu la pression sociale? C'est-tu vraiment parce que je suis une femme, parce que si, parce que ça, parce que là, j'ai 30 ans, parce que là, tu te remets OK. Fait que
Ça, c'est un exemple, mais c'est ça, je pense que le coaching en tant que conseiller indépendant, qu'entrepreneur, tu sais, moi, personnellement, je pense qu'on ne devrait pas passer à côté, là, surtout quand on veut changer notre mindset, changer d'horizon, aller plus loin, là, de se faire accompagner, c'est la clé. Là. Oui, tout à fait. Puis, bon, peut-être pour le bénéfice des personnes qui nous écoutent et ceux qui nous regardent, là, c'est que ce que la science démontre, là, c'est que juste à la hauteur des yeux, entre nos deux oreilles, on a le cerveau limbique. Puis le cerveau limbique, moi, je l'ai surnommé gentiment la boîte noire de l'avion chez l'humain. Donc, tous nos apprentissages, nos expériences de vie, nos enseignements sont stockés à l'intérieur de notre cerveau limbique. Et plus particulièrement, les 7 premières années de vie d'un enfant, il y a une programmation qui est faite. Parce que l'enfant, la seule référence qu'il va avoir, ça va être ses parents, là, dès le début, là, les premières journées. Et il est déjà en mode apprentissage. Là, les yeux captent, là, les sons, les signaux, etc. Donc, il y a des millions d'apprentissages qui sont faits durant les 7 premières années de vie. Donc, aujourd'hui, chacune des personnes que nous sommes, 80% de qui nous sommes est relié à nos 7 premières années de vie en termes de croyances, de valeurs, de comportement, d'attitude, de réaction, de langage, de vocabulaire. Et un autre 10-15% va compter sur les 7 à 20 ans. Donc, ça veut dire que quand je ne prends pas le temps de me poser les bonnes questions pour revenir à ce que tu disais, ce qui va arriver, c'est que mon cerveau limbique, quand arrive une situation, un événement, va aller puiser dans son ordinateur, dans sa boîte mémoire, une référence. Mais une référence qui date de 20 ans passés, dans une situation, un contexte comme celui d'aujourd'hui, est peut-être plus nécessairement approprié. Donc, c'est un changement de contexte complètement différent. Si je ne me remets pas en question, si je ne me questionne pas, ne pose pas les questions adéquates, bien, je vais répéter. Et là, ça devient des patterns. Je répète des choses qui étaient bonnes jadis puis qui sont plus bonnes aujourd'hui. Et l'exemple que je donne banal, là, c'est ma sœur qui nous reçoit pour un party de Noël chez elle. Je pense que tu te souviens de l'anecdote que je t'ai racontée. Puis, il n'est pas question d'entrer dans sa cuisine. Donc, comme ça se passe dans toutes les grandes familles, on était autour de la table de cuisine en train de faire des jeux de société. Puis là, je la vois. Elle ouvre le panneau de sa cuisinière, puis elle prend un cure-dent, puis elle pique son gâteau. Là, je la regarde, puis je me mets à rire. Là, elle me regarde, elle me dit « Mais pourquoi tu ris? » Bien, j'ai dit « C'est drôle. » J'ai dit « Pourquoi tu fais ça? » Bien, elle dit « C'est simple. » Elle dit « Maman a toujours fait ça. » Mais pourquoi qu'elle faisait ça? Bien, elle dit « Pour savoir si son gâteau était cuit. » J'ai dit « Mais pauvre Fernand, maman avait un four à bois. Ça ne chauffait pas égal. Le four pouvait être à 300, 400, 500 degrés. Le seul moyen qu'elle avait pour savoir si son gâteau était cuit, c'était de le piquer. Maintenant, toi, là, ça fait combien de temps tu as ton four à convection? Ben, ça fait au moins une dizaine d'années. OK. Puis dans ton livre de recettes, c'est marqué quoi? Elle dit 20 minutes, temps de cuisson. Tu ouvres la porte de cuisinière quand? Elle dit après 20 minutes. Es-tu cuit? Elle dit oui. Ben, pourquoi tu le piques? Donc, c'est banal, on s'en fout du gâteau, là. Mais il reste que pensons à toutes les expériences qui sont accumulées dans notre cerveau, puis on est en mode réactionnel. Donc, on est sur le pilote automatique. Donc, c'est là l'importance de se poser des bonnes questions, puis revoir nos principes directeurs, revoir nos procédés. OK? Puis ça ne veut pas dire de changer notre vie au complet. Là. On n'est pas obligé d'aller fouiller dans les livres de recettes. Là. Mais ce qui est important pour nous dans notre vie de chaque jour, dans notre pratique, mais c'est important de le questionner afin d'évoluer. Oui. Que ce soit dans notre vie privée, dans notre entourage, peu importe, puis dans notre pratique d'affaires aussi. Là. C'est sûr que au courant des dernières années, la pratique d'affaires elle a énormément changé. Là, on s'entend. Là. On n'a pas eu le choix de s'adapter. Puis justement, tu dirais que ça prend quoi pour devenir un bon conseiller aujourd'hui ou être un conseiller de l'avenir? Bien, quelques points, là, on en parle. L'art de poser des questions. Si vous allez vous tapez sur votre moteur de recherche préféré, Questiologie. Questiologie. Vous allez voir, il y a un Français qui a une école sur la questiologie, donc l'art de poser des questions. Et moi, j'ai trouvé ça tout à fait par hasard. Je me posais une question. Écoute, l'art de poser des questions, c'est quoi? Puis là, mais j'ai pensé questiologie, je suis allé sur le moteur par hasard, puis j'ai tapé questiologie, puis c'est apparu. Donc, c'est ça, l'art de poser des questions. Donc, on fait des trouvailles, des fois, là, qui sont fortuites. Fait que de prendre le temps d'apprendre à poser des questions, puis l'être humain, là, la première réponse qu'il va vous donner sur une question, ça va être une réponse qui va venir du pilote automatique. Elle n'est pas pensée. Donc, dans l'exemple que tu donnais tantôt, d'arriver avec une deuxième, une troisième, une quatrième, pour aller vraiment atteindre le fond, ça prend entre 4 et 5 questions pour connaître la pensée réelle du client.
Donc, es-tu certaine d'enlever des enfants? Qu'est-ce qui te fait dire? Comment tu vas? OK, là, tu réfléchis. Fait que là, tu vas avoir une réponse qui va être sensée. Puis aujourd'hui, tout va très vite. On va parler des technologies, mais tout va très vite. Puis on n'est pas dans la conscience. On est dans l'insouciance. On va vite, on ne prend pas le temps d'aller en profondeur. Et la relation du conseiller de demain, là, c'est une relation humaine qui est basée sur les relations interpersonnelles, sur l'art de poser des questions pour aller en profondeur. Parce que le client qui veut travailler avec la technologie, faire ses achats en ligne ou faire des opérations en ligne, vous ne l'empêcherez pas d'y aller, il va y aller. Puis, il va y avoir des conseillers robots, mais les conseillers robots ne remplaceront jamais les relations interpersonnelles parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça, qui ont besoin de toucher, qui ont besoin de voir, qui ont besoin de s'asseoir avec quelqu'un, puis d'avoir quelqu'un qui est là pour eux. Comme je disais tantôt, pas pour un show de boucan sur une télévision, là, mais qui sont là pour eux, qui s'intéressent à eux, qui s'intéressent à leurs avenirs, qui s'intéressent à les conseiller pour avancer sur leur route professionnelle et sur leur route personnelle. Donc, l'art de poser des questions, des relations interpersonnelles qui sont très fortes. Puis, vous avez certainement entendu parler là, de business qui se fait en B2B, B2C, etc. Puis moi, je parle du H2H, humain à humain. Donc, on est dans une ère où vraiment tous les conseillers qui vont mettre des efforts dans le développement de leurs relations humain à humain vont avoir une place prépondérante sur le marché du travail. Il va rester toujours des technologies qui vont être là. Puis les technologies, là, tant qu'à moi, ils doivent être là pour répondre à un besoin d'humain et non pas l'humain répondre aux besoins des technologies. Donc, c'est pour ça que je dis que le petit ordinateur sur le coin de la table, c'est correct. Ça doit être un appui, un support, mais la relation, là, ça doit se passer là, dans le blanc des yeux comme on fait là, actuellement. Là. Et ça, là, il y a de la place puis il y a de l'espace. Puis il y a des gens qui, on le sait aujourd'hui, là, je voyais là, cette semaine au bulletin de nouvelles, là, un arnaqueur, un fraudeur de la pire espèce là, qui a détroussé, là, je pense, c'est pour tout près de 50 millions à des Américains sur des systèmes de fraude. Là. OK, il a été arrêté ici au Québec. Là. Mais, tu sais, les gens, là, l'Internet, faire des affaires en ligne, il y a des gens qui sont de plus en plus suspicieux parce qu'il y a énormément de fraude qui se fait. Ouais. Mais quand on travaille face à face avec quelqu'un qui a une crédibilité, qui a une assise, qui a un bureau, qui a une place d'affaires, qui a une historique, bon, qui a de la crédibilité, fait que tout ça, là, ça joue aussi dans l'équation. Et plus les gens vieillissent, plus ils se retournent vers des conseillers. Okay? C'est pas les gens dans 60 et 70 ans qui s'en vont davantage sur la technologie. Ils ont besoin d'avoir cette présence-là. Et le capital, les ressources financières se retrouvent où aujourd'hui majoritairement? C'est là. Donc, c'est ça. Fait que de 1, de 2, de 3 et de 4. Mais est-ce que tu crois qu'on peut développer des vraies relations par vidéoconférence? Oui, tout à fait. Avant la COVID, j'avais, je te dirais, à peu près 30 à 40 de ma clientèle qui était sur visioconférence. Aujourd'hui, j'étais à plus de 90 ouais. J'ai des personnes qui sont venues vers moi durant la COVID, du domaine des services financiers, là, entre autres. Le temps de la COVID, j'ai rencontré ces personnes-là pour la première fois 3 ans après avoir accepté de travailler avec eux. Donc, le temps de la COVID, ouais. Dans la région de Montréal puis ailleurs. Là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai déjà eu une cliente dans l'État de Washington aux États-Unis. Que tu n'as jamais rencontré? J'ai jamais rencontré. Okay. Des Français aussi en Europe que j'ai jamais rencontrés en personne, en virtuel. Parce qu'on est quand même capable de se regarder dans le blanc des yeux, tu penses? On est capable de se regarder dans le blanc des yeux, puis je pense qu'avec le temps, on est capable de développer une affinité puis un lien, même si on est en visioconférence. Ouais. On est capable de développer ça. Donc, la capacité de rendre les gens à l'aise. Puis, tu parlais d'humour tantôt. L'humour a sa place partout. C'est sûr que la modération a bien meilleur goût, comme dirait une certaine publicité. Mais l'humour, ça fait partie de mon modus operandi. Donc, il y a toujours de l'humour qui n'est pas déplacé, mais il y a toujours de l'humour qui est là, puis créer une ambiance, une chaleur. OK? Puis, bon, des petites conneries, des petits signes de grimaces que je fais avec le temps, puis, bon, ça amuse les gens. Ouais. C'est intéressant parce que, tu sais, moi, je crois toujours que la première rencontre doit être en personne, mais c'est sûr que le volet vidéo est beaucoup plus pratique pour bien des personnes, puis ça t'ouvre énormément d'horizons aussi, ouais. Mais il y a toute une technique derrière ça, je suppose, pour être capable de capturer le nouveau client. Là. Oui. Mais écoute, je reviens sur ce que je disais tantôt. Ta question est très pertinente, tu sais, de s'intéresser à la personne.
Fait que, la castiologie. La castiologie, de briser la glace, s'intéresser à la personne, puis lui poser les bonnes questions. Puis là, j'arrive, puis on tombe sur un sujet, puis je suis rendu à 3-4 questions. Je dis, écoute, c'est songé, ces questions. Fait que là, ce qui est en train de se passer dans la tête de la personne, c'est qu'il s'intéresse non seulement à moi, mais m'amène à réfléchir là où je ne suis pas allé avant avec d'autres personnes, par exemple, ou encore avec moi-même. Fait que là, tu es en train de démontrer ta crédibilité, par rapport au lien que tu es en train de créer sur une visioconférence. Oui. Ben, tu sais, moi, j'en ai plusieurs clients que j'ai jamais rencontrés. Ah ouais. Puis c'est drôle parce que... Personne. En personne, oui, que je les ai rencontrés juste en virtuel parce qu'ils m'ont été recommandés par d'autres ou parce qu'ils m'ont vu sur les réseaux sociaux, ils m'ont vu à telle place. Mais c'est sûr que, tu sais, des fois, je me dis, bon, ben peut-être parce qu'ils savent, tu sais, je m'expose tellement, ils savent qui que je suis réellement, mais en même temps, ces relations-là, je les sens solides. Pareil, même si je leur ai jamais serré la main en vrai, là, tu sais. C'est des gens, souvent, en plus, qui m'ont vraiment déjà acheté, fait que c'est encore c'est pour ça que j'ai sens solide, ces relations-là, puis des fois, j'ai des clients qui me disent, hey, je me suis fait solliciter par mon conseiller, tu sais, mettons, parce que moi, avant, je laissais tout à la porte ouverte, là, pour les conseillers d'investissement. Fait que là, puis pour ci, pour ça, puis là, finalement, non, nous, on veut absolument toi, puis tu sais, je les sens vraiment, OK, ouverts, puis solides, mais c'est pas tout le monde qui a cette mentalité-là. Ouais. Je t'en regarde un peu. Non, mais Sens-toi pas visé, là. non, mais c'est pas correct, mais c'est parce que, tu sais, honnêtement, si... Je pense que je peux me rendre là, mais tu sais, il y a comme des étapes à passer, là, tu sais, c'est sûr que... C'est un processus, c'est ça. Faut que je vous partage une anecdote. C'est une anecdote. Peut-être besoin de coaching. Peut-être. Peut-être, mais je vous partage une anecdote. Puis j'ai fait beaucoup de tests dans ma vie. Beaucoup de tests à toutes les étapes, dans le domaine syndical, dans le domaine de l'assurance aussi. Puis bon, j'étais président de chambre de commerce, fédération de chambre de commerce. J'ai roulé ma bosse un peu partout. Donc, je suis à Rivière-du-Loup, puis là, j'ai un conseiller, puis je pense que je te l'ai raconté, Jade. J'ai un conseiller qui vient me voir, puis bon, il était au début de sa carrière. Puis au début de sa carrière, là, il avait fait son marché chaud. Même s'il y avait eu de la formation, je l'avais encadré, il y avait des sorties conjointes faites avec le directeur adjoint, et il ne demandait pas de référence, puis il était intimidé et incommodé au fait de demander des références pour se présenter. Fait que là, il arrive à côté de moi, puis il a un bon début de carrière, mais là, il y avait le syndrome de la page blanche, il n'y avait plus de rendez-vous. Fait que là, plus de rendez-vous, plus de monde à rencontrer, puis c'est une banque de noms qui est vide. Fait que là, il vient me parler de ça dans le bureau, puis là, ben, il était un peu peiné, puis en même temps gêné. Là. Fait que j'ai dit, écoute, viens me revoir après dîner, c'était l'avant-midi, viens me revoir après dîner, puis j'ai dit, après dîner, je vais te référer des noms. T'en veux-tu? Non, oui. J'ai dit, écoute, je vais te référer des noms, de personnes, mais là, il faut que tu demandes des références, puis là, on va revoir tes demandes de références, on va faire la formation là-dessus. Fait que là, il arrive après dîner, puis j'ai une liste de 50 noms que je lui donne. Fait que là, il se met dans le téléphone. Puis dans les jours, les semaines qui suivent, je vois qu'il y a des rendez-vous, je vois qu'il y a des ventes qui se font. OK? Fait que c'est bon. Puis là, en même temps, bien, le directeur adjoint fait de la formation avec lui là, sur les demandes de référence, mais il n'en demande toujours pas. Fait que là, il se passe quelques semaines, puis là, il vient me revoir, puis il y a encore un syndrome de la page blanche. Fait que là, j'ai dit, aimerais-tu ça que je te donne d'autres noms? Bien, il dit oui. Fait que là, j'ouvre le tiroir du bureau, je prends le bottin téléphonique, puis je le mets sur le bureau. Là, il me regarde, mais il dit, c'est pas des références. Puis je dis, si tu penses que j'ai pris les autres noms? Fait qu'il travaillait dans une clientèle de famille. J'ai regardé le secteur à Rivière-du-Loup, le secteur où il y avait des résidences. À l'époque, il faut dire aussi que je faisais beaucoup de publicité. J'étais président de la Chambre de commerce à Rivière-du-Loup. J'avais des panneaux réclames entrée et sortie de la ville où je faisais la promotion pour Clarica. Donc, lui, il téléphonait aux gens, mais il dit, François Deschamps m'a parlé de vous. Écoute, il a fait du cold call. Ben ouais. Fait que c'est ça. Fait que, tu vois, là, je parlais de croyances tantôt. Là. Fait que c'est ça. Des fois, là, il y a des croyances comme celle-là qu'il faut faire sauter. OK? Puis ça a été une expérience. Ça a été concluant. Ça n'avait pas marché. Il serait venu me revoir et dire, regarde, ça ne marche pas tes références. Mais ça avait marché. Puis il faut croire qu'il était convaincant. Mais écoute, ce conseiller-là, il est toujours actif. Je le salue en passant aujourd'hui. Il s'appelle Michel. C'est bon, mais ça a transformé sa vie. Ben oui, mais tu l'as dit tantôt, le fameux mindset, là, c'est exactement ça. Tu arrives avec des idées qui ne sont pas préconçues, puis tout ça. Oui. Puis, il était tellement confiant que ces personnes-là me connaissaient que ça paraissait dans son thème de voix. J'avais dit que je ne les connais pas. Il aurait été hésitant, mais regarde, il n'était pas hésitant du tout. Il s'est lancé à fond. Bingo! J'adore cette histoire-là. J'aurais une dernière question. Moi, si tu en as, tu pourras la poser aussi. Mais
moi, j'aimerais savoir si tu avais juste une chose à dire à un conseiller qui débute, là, qui a 1 an, 2 ans d'expérience comme conseiller, pour qu'il croit, tu sais, pour son avenir. Là. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Une seule chose. Ben, ça peut être une phrase, là, pas juste un mot, parce que... Ouais, je pourrais te sortir 2 ou 3 citations. Tu sais que j'en ai des préférées, là. Mais, tu sais, une citation d'Einstein. Citation d'Einstein. Einstein qui disait, il y en a plusieurs que j'adore d'Einstein, mais l'état de pensée qui t'a amené dans la situation où tu te retrouves aujourd'hui ne peut pas être le même état de pensée qui t'en fasse sortir. Donc, changer de mindset, ça revient à ce que tu touchais tantôt. Donc, vous êtes dans une carrière, ça va bien, c'est correct, mais cessez-vous pas de poser des questions, comme tu disais tantôt, puis travailler sur son mindset régulièrement, parce que la technologie, les marchés vont évoluer. On fait juste regarder ce qui se passe, là, la guerre commerciale, entre autres, avec les États-Unis. Ça vient affecter les marchés de fond en comble, partout. Là. Donc, c'est ça. Fait que de toujours se tenir à l'affût. Mais si je reste dans mon même mindset, dans un marché qui est évolutif, qui est en transformation, bien, ça ne sera pas long que je vais être dépassé. Donc, toujours un coup d'avance. Oui. Toujours un coup d'avance. Toi, Alex, t'avais-tu une Je pense question? que ça termine de façon excellente, vraiment. Ben, je peux vous partager une autre de mes citations préférées. Oui. Elle vient de Johnny Depp dans Le Pirate des Caraïbes. Et Johnny Depp, dans Le Pirate des Caraïbes, Jack Sparrow, qui disait « Le problème n'est pas le problème, c'est ton attitude face au problème. » Donc, c'est la façon dont tu regardes le problème. Encore une fois, ça revient à toucher au mindset. Donc, change ton mindset, tu vas changer ta vie. Ah, puis c'est tellement ça, François. Moi, je te remercie publiquement, tu sais, honnêtement, d'avoir été dans ma vie parce que... Puis de l'être encore, là, comme si on n'est pas à tes funérailles. Non, puis je vais peut-être être le parrain du prochain. Là. Peut-être, écoute. Pas de pression. Mais, tu sais, moi, j'avais déjà comme un mindset assez en développement, puis je suis une personne qui aime ça sortir de sa zone de confort naturellement, mais toutes les questions, tout l'accompagnement que j'ai eu avec toi m'a amené vraiment à me choisir de façon constante, parce que moi, je suis une personne, tu sais, il parlait des états d'esprit, il parlait de la neuropsychologie, en tout cas, tout ça, puis moi, j'ai un gros symptôme qui est le faire plaisir. Fait que souvent, de penser à moi, c'est plus difficile que de penser aux autres. Fait que de me ramener toujours à moi, qu'est-ce que je veux vraiment. François m'a vraiment aidé à me ramener puis à prendre conscience de des patterns, de des croyances limitantes que j'avais. Parce que même si je suis une personne qui a un état d'esprit qui veut aller loin, qui a de la motivation naturelle, ben j'avais quand même besoin de me faire recadrer puis de me faire voir c'était quoi mes croyances limitantes qui m'empêchaient d'atteindre mes objectifs puis la vie que je voulais vraiment. Puis aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment épanouie dans ma vie, tu sais. Puis tu y as contribué, heureusement. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Je peux-tu offrir des cadeaux? Ben oui, tu peux offrir un cadeau. Écoute, j'offre un cadeau parce que là, ce que tu es en train de parler, là, c'est de messages contraignants ou de saboteurs internes. Donc, pour ceux que ça intéresse, sur françoisdeschamps.ca, sur ma page web, vous avez un test gratuit sur les saboteurs. Vous allez en apprendre davantage sur vos saboteurs internes qui sont souvent, comme Jade vient de le mentionner, un frein à votre développement personnel. Puis... avec le test gratuit, vous allez recevoir 5 petites vidéos qui vont vous expliquer chacun des saboteurs et comment ces saboteurs-là ont des avantages et des inconvénients chez vous. Donc, un petit cadeau. Puis le deuxième cadeau, puisque tu parles de mindset, c'est le livre que je vous parlais en prémisse tantôt, en dehors des ondes. C'est un livre qui vient d'une Américaine, une psychologue, Carol, C-A-R-O-L, Dweck, D-W-E-C-K. Ça s'appelle Mindset en anglais. En français, Oser réussir. C'est un petit bijou. Si vous voulez travailler sur votre mindset, là, go. Oui, je le recommande aussi. Il m'avait été recommandé fortement par François. Et puis, ça a changé la vie de bien des gens autour de moi. Fait que j'apprécie énormément. François, on peut te retrouver sur ton site web? Oui, françoisdeschamps.ca, c'est facile. Ou encore sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, François Deschamps, vous allez me trouver facilement. Bien, merci beaucoup. Merci, Alexandre. Merci à vous deux. C'est vraiment un privilège que vous m'accordez d'être avec vous aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Merci. Ouais, vraiment. Merci. Moi, je prends quelques secondes encore pour remercier notre partenaire UV Assurance qui nous permet d'être en studio, de recevoir des invités de qualité. Puis, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à les mettre 5 étoiles, à partager à vos amis, à partager sur les réseaux. Ça va nous faire plaisir de voir ces partages-là puis de se faire connaître davantage par le monde des services financiers.
Fait que je vous remercie encore, les gars, puis à un prochain épisode. Merci tout le monde. À bientôt. Merci François. Merci Jeanne.